Je vous remercie beaucoup d'abord de votre invitation ici à l'Université de Bordeaux, de Lisbonne, veux-je dire. Merci beaucoup et je salue au passage le travail de lien qui est fait entre les collègues de France, de la francophonie en général, et les collègues portugais ou lusophones. Je pense que c'est vraiment important que ces communautés de recherche, dont de glorieux aînés, on va dire, ont initié la construction des liens, se perpétuent. Et donc je veux saluer ce travail mené en particulier par Patrick, mais aussi les organisateurs de ce congrès, Luis Miguel et bien d'autres, pour rendre possible ce genre de rencontre. Alors, pour ma part, on m'a proposé d'intervenir. Je ne sais pas si j'épuiserai mes 45 minutes, c'est peut-être pas très utile, c'est peut-être aussi intéressant qu'on ait un peu de temps d'échange. Vous en jugerez, sur la question de l'évolution des politiques de professionnalisation des enseignants dans une perspective comparatiste internationale, qui constitue un de mes domaines de recherche, disons, privilégiés parmi d'autres, hein, mais quand même important, et qui a donné lieu effectivement récemment à quelques publications dont est issue cette présentation. Alors cette présentation, je la proposerai en plusieurs temps. Certains, je passerai peut-être plus vite dessus parce que ce sont des rappels. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent déjà le paradigme de la professionnalisation. Mais je pense qu'il est important de resituer les enjeux dans une perspective historique, socio-historique et politique, dans un premier temps, en référence, là aussi, la recherche, ce n'est pas quelque chose qu'on conçoit tout seul dans son coin, c'est quelque chose qu'on construit avec les autres. Et donc, il y a un certain nombre de chercheurs, d'aînés, là aussi, qui ont défriché de manière très utile le champ de la professionnalisation qu'il est bon de remobiliser pour situer les débats. C'est la raison pour laquelle aussi on fera un rappel, un étayage un peu conceptuel de la notion de professionnalisation, en essayant de relier cette question à des enjeux de contexte. Et c'est là que la dimension comparatiste de mon propos se situera. C'est-à-dire comment la même rhétorique, le même concept, dans sa circulation à travers différents espaces nationaux, mais pas seulement, de grandes aires politiques, culturelles et linguistiques, subit des transformations, ce qu'on appelle des processus d'appropriation ou d'hybridation, et du coup qui confèrent du coup à ces évolutions des colorations très singulières. C'est ce qui permettra de faire émerger des figures différentes du professionnel aujourd'hui, que nous pourrons là aussi relier à différents espaces d'émergence, enfin d'espaces politiques dans lesquels cette figure d'expert, d'enseignant efficace émerge dans la période contemporaine. Et pour finir, nous ferons, je pense, aussi le lien avec ce qui suivra, c'est-à-dire la table ronde auquel participent un certain nombre de mes collègues, autour de la question du développement du paradigme, ce qu'on pourrait appeler un paradigme du développemental, c'est-à-dire la façon dont une nouvelle rhétorique qui accompagne les politiques de professionnalisation se déploie sous des formes diverses à travers la logique ou le thème du développement professionnel. Alors je commencerai donc logiquement par le premier point, les ressorts socio-historiques et politiques, pour rappeler simplement que, évidemment, ce dont on parle, il y a une histoire de la professionnalisation, mais il y a aussi, en quelque sorte, une préhistoire de la professionnalisation. Un sociologue britannique que vous connaissez sans doute, que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Andy Hargreaves, a notamment thématisé, il y a déjà un certain temps, la question de la professionnalisation en en repérant différentes étapes de développement. La première, qu'il appelle l'âge ou l'ère pré-professionnelle, renvoie à quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que, avant qu'on parle de professionnalisation
et même de profession enseignante, il y a eu un travail qui a été long, hein, qui est déjà ancien, d'une construction, on va dire, d'un contrôle de l'éducation et de la formation de ceux qui ont la charge de l'éducation par l'État, et sous des formes diverses. Hein, État républicain, État libéral, fédéral, la manière dont, ici et ailleurs, la profession enseignante a été organisée sur fond de contrôle progressif de l'école par l'État est à prendre en considération pour ensuite saisir le développement pluriel de cette logique de professionnalisation dans les différents espaces nationaux. Et donc c'est ce que je souhaite rappeler d'abord, c'est le fait qu'effectivement il y a d'abord eu cette logique de contrôle social, de contrat social autour de l'école, qui a fait que la formation des enseignants est devenue progressivement une affaire d'État, et qu'il y a à ce moment-là, comme j'ai eu l'occasion de le thématiser aussi dans une note de synthèse, une forme de premier mouvement de mondialisation de l'éducation et de la formation des enseignants à travers la structuration, on va dire binaire, de la formation des maîtres avec les normal schools, les écoles normales qui concernaient les enseignants du premier degré, qui avaient leur logique propre. Je ne vais pas insister là-dessus, mais vous connaissez comme moi cette dichotomie fondatrice du corps enseignant entre les écoles normales et les universités pour l'enseignement secondaire, qui finalement cette dichotomie, ou cette binarité s'est déclinée de manière un peu généralisée avec, bon, évidemment, des initiatives fondatrices en Europe notamment. Premier mouvement qui n'est pas une logique de professionnalisation. Il ne s'agit pas à ce moment-là de faire des enseignants des professionnels. La logique de professionnalisation, elle se construit progressivement autour d'une période qui a aussi essayé de traverser, ou qui a été connue par un certain nombre de pays, de massification, de démocratisation ou de démographisation des systèmes éducatifs, qui a abouti progressivement à une universitarisation de l'ensemble des formations des enseignants et d'une aspiration professionnelle de la part de la profession. Mais là encore, même si je le fais là de manière un peu panoramique, il va de soi que cette aspiration professionnelle n'a pas été également partagée. Parce que vous concevez bien que pour des pays comme le nôtre, par exemple la France, dans lequel le lien entre l'État et les enseignants est un lien quasi organique, c'est-à-dire les enseignants représentent l'État républicain, ils sont fonctionnaires d'État, la logique professionnelle n'est pas forcément quelque chose qui résonne avec l'imaginaire de métier qui concerne justement l'activité enseignante, versus d'autres pays dans lesquels l'imaginaire professionnel a été très actif, très fort, dans une logique de reconnaissance de l'activité par l'État, et donc une logique, on va dire, de mandature, puisque ce qui qualifie une profession au départ, c'est quand même ça, dans une logique fonctionnaliste, c'est la façon dont un groupe professionnel arrive à être reconnu dans son expertise, dans une activité qu'il exerce de manière monopolistique. Et bien sûr, cette question ne se pose pas partout également. Lorsque les enseignants sont recrutés par l'État, la question de la professionnalisation, dont on considère aujourd'hui qu'elle va de soi partout, n'est pas du tout évidente. Et elle ne va toujours pas de soi, d'ailleurs, dans un certain nombre de contextes, dont la France. Néanmoins, il y a quand même des éléments communs, que là aussi, je vais au-delà de ce qu'en dit Andy Hargreaves, mais qui permet de qualifier un mouvement plus récent, qui concerne grosso modo les 3 dernières décennies, qui concerne l'évolution d'une logique où l'aspiration professionnelle, c'est-à-dire portée par le groupe professionnel lui-même, a été en quelque sorte, non pas transformée, mais a été remplacée par une logique beaucoup plus, on va dire, exogène par rapport au groupe professionnel et beaucoup plus pragmatique. C'est-à-dire que à partir du moment où la massification des systèmes éducatifs, à partir du moment où l'école n'a pas pleinement rempli, on va dire, le mandat, et donc les enseignants à travers cette école, le mandat qui leur a été confié, eh bien, une forme d'effritement
de l'idéal qui égalitaire, bien sûr, qui portait finalement cette massification des systèmes, et une attention de plus en plus forte à ce que produit l'école. Qu'est-ce que les enseignants font finalement? Et la logique de professionnalisation, qui au départ était une logique plutôt d'aspiration idéale à la reconnaissance, à travers par exemple dans un certain nombre de pays la promotion d'ordre professionnel, est devenue quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre de la reddition de comptes, de la régulation rapprochée des terrains professionnels, et ces politiques plus récentes de professionnalisation s'inscrivent beaucoup plus dans une logique de management, dans une logique de ce que les francophones québécois appellent l'imputabilité, ce que les anglo-saxons appellent l'accountability, c'est-à-dire une logique beaucoup plus de rendre des comptes plutôt que de reconnaître l'autonomie d'une profession. Donc on voit qu'il y a une évolution qui se perçoit aussi dans les textes. Je fais référence à un certain nombre de rapports aux États-Unis qui ont été un peu... c'est pourquoi je le date de 3 décennies, puisqu'il y a quand même des rapports très importants qui ont opéré ce tournant pragmatique et beaucoup plus centré sur l'évaluation. Mais c'est aussi valable pour les grandes organisations internationales. L'OCDE d'abord, sous l'impulsion des États-Unis, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de pays qui ont été très proactifs sur ces questions-là, mais aussi progressivement par la Commission européenne, par exemple, et on y reviendra ensuite pour justement repérer des différences. Donc ça, j'ai réécrit les choses parce que ce PowerPoint, puisque tout le monde n'est pas francophone, il restera là, donc comme ça vous en aurez trace par la suite si vous le souhaitez, ou même dès à présent, ça vous permet de suivre peut-être sans forcément mettre des oreillettes. Et je remercie au passage les traducteurs de leur concours. Donc vous voyez, dans ce rappel, il y a deux catégories qui émergent que je trouve intéressantes. Celle qui voit un peu, qui traduit un peu et qui exprime de manière synthétique ce que j'évoque, c'est-à-dire qu'on est passé progressivement de ce que Evetts appelle occupational professionalism, professionalization from within, à un organized professionalism, professionalization from above. Ce qui veut dire qu'on passe d'une logique endogène de professionnalisation à une logique beaucoup plus exogène. Ce qui a des effets majeurs sur la profession elle-même, mais qui n'est pas, là aussi, observable selon les mêmes degrés dans les contextes nationaux, mais on va y venir. Du professionnalisme classique, on est passé donc à un professionnalisme flexible qui concerne la profession enseignante, mais vous entendez bien qu'à travers ce dessin ou cette peinture-là, ce portrait-là d'une profession, on voit se dessiner aussi plus largement une certaine conception de l'individu au travail, des ressources humaines en général. Ça concerne l'enseignement, mais on peut avoir une approche plus ample de ce phénomène. Et donc, à partir de là, je souhaiterais qu'on passe au deuxième point qui concerne, et là je passerai, vous me direz, peut-être plus vite, parce que c'est des choses connues, mais malgré tout qu'il est bon de rappeler, en référence là aussi à des auteurs quand même un peu consacrés sur ces questions-là, qu'il ne faut pas ignorer, y compris francophones en l'occurrence, je pense à des gens comme Maurice Tardif, que vous connaissez, Claude Lessard, Cécilia Borges, Richard Witorski, des gens qui ont contribué notamment à la définition, ou disons à l'assise d'un certain nombre d'attributs, on va appeler ça comme ça, ou d'attributs définitoires de la profession enseignante. Et donc on trouve là une perspective fonctionnaliste classique sur qu'est-ce qui caractérise la profession. A priori, ce sont ces éléments-là qui sont rappelés, c'est-à-dire universitarisation de la formation, la recherche, la place de la recherche dans la formation des enseignants. Et là-dessus, il y a beaucoup à dire, parce que la place de la recherche, elle peut être très diverse selon les pays. On n'a pas le temps de s'y consacrer, mais la recherche peut être aussi bien le moteur du développement professionnel au sens de la construction d'une réflexivité tout au long de la vie professionnelle, aussi bien qu'un instrument de conformation. Par exemple, on sait que dans certains pays, y compris des politiques d'evidence-based, s'appuient de manière assez affirmée sur la recherche pour dire voilà quelles sont les bonnes pratiques. Donc on voit bien que derrière les mots, il y a des pratiques qui peuvent dire
ou faire dire tout et son contraire, c'est-à-dire qu'ils peuvent à la fois créer les conditions de l'autonomisation, mais aussi bien créer les conditions de la subordination, on pourrait dire, ou même, pour reprendre des formules aussi consacrées, de déprofessionnalisation. C'est la thèse d'un certain nombre de chercheurs, comme Jenny Osga, par exemple. Donc, ces éléments-là sont à prendre en considération comme des éléments, disons, des invariants supposés de la profession enseignante dans la perspective fonctionnaliste. Mais là encore, il y a débat. La recherche, ce n'est pas... ce n'est pas une vérité posée là qu'on partage, c'est aussi du débat, de la dispute. Et certains ont une conception qui est... qui est donc fonctionnaliste, que je rappelle là, que je viens de rappeler, mais qui peut être différente, c'est-à-dire qui peut être dans une perspective interactionniste, l'idée qu'une profession, elle se construit non pas en référence à des modèles ou à des critères ou à des choses qui sont préposées et que chaque nouveau membre de la profession aurait vocation à s'approprier, c'est-à-dire une logique d'acculturation dans une perspective fonctionnaliste, mais est plutôt un processus de négociation permanente entre l'individu et le groupe professionnel qui, du coup, déploie une conception beaucoup plus dynamique de la professionnalisation à travers, justement, une logique de négociation, de stratégie, d'appropriation, etc., de résistance, dans lesquelles les logiques identitaires sont aussi importantes. Et donc, on retrouve là la perspective interactionniste qui s'est construite en opposition à la logique fonctionnaliste. Et enfin, la perspective qui, parfois d'ailleurs, avec laquelle on trouve des porosités avec la perspective interactionniste, c'est la perspective critique qui est développée par un certain nombre de chercheurs depuis un certain temps, qui considèrent qu'au fond la professionnalisation c'est plutôt un outil de... J'essaie de trouver un mot qui soit pas trop fort, mais oui, je parlais tout à l'heure de subordination, un outil de domestication, c'est déjà trop fort, mais c'est un outil pour certains, d'assujettissement de la profession à des intérêts qui sont extérieurs à l'expertise et à l'autonomie des professionnels eux-mêmes. C'est une perspective qui est notamment défendue par des courants de sociologues britanniques, ou disons anglo-américains, des gens comme Martin Lowe, justement j'évoquais tout à l'heure Jenny Osga, Popkewitz, etc. Et Popkewitz et Novoa, qui est d'ailleurs de cette université, ont aussi travaillé sur ces questions-là de manière extrêmement utile. Donc, insister sur le fait, par ce détour un peu conceptuel, sur l'idée qu'au fond, ce concept, comme tous les autres finalement, n'est pas quelque chose de stabilisé, et qu'au fond, selon les lunettes qu'on chausse, on va pouvoir lui faire dire des choses très différentes. Et alors, petite parenthèse, simplement pour montrer, j'évoquais tout à l'heure le fait que la professionnalisation, c'est un mot qui circule, qui devient un peu omniprésent, y compris dans les politiques nationales d'éducation en France, mais qui subit par justement l'importation des transformations un peu inattendues. Par exemple, j'évoquais en introduction le fait que la professionnalisation, la dimension politique de la professionnalisation était forte. Que penser une politique de professionnalisation, c'est penser la façon dont un groupe professionnel conquiert son autonomie. Et donc, ce sont bien des enjeux sociopolitiques. Il se trouve que la professionnalisation, dans la professionnalisation à la française, si vous voulez, la question politique est réglée, c'est-à-dire que l'essentiel de la question de la professionnalisation est réglé, tout simplement parce que les enseignants, singulièrement, ne sont pas littéralement des professionnels. Ce qui fait qu'on aboutit à une réduction de la logique professionnelle à une logique, on va dire, praxéologique, à des conceptions praxéologiques, d'expertise, voire technique et cognitif. C'est-à-dire qu'on est dans une perspective que moi je juge appauvrissante par rapport à ce qu'est, à l'origine, l'idée même de professionnalisation. On l'ampute en quelque sorte de sa dimension politique. Tout simplement parce qu'elle n'est pas à poser dans un pays comme le nôtre. D'une manière de montrer qu'il y a dans certains pays une omniprésence de cette dimension-là. Les ordres professionnels, à l'origine, se sont construits justement dans un certain nombre de pays, et notamment anglo-saxons, dans une logique d'affirmation. Et donc la dimension politique est essentielle. C'est-à-dire, on sait la différence entre un ordre professionnel et un syndicat. La logique d'ordre professionnel, c'est une logique plus consensualiste, c'est-à-dire essayer de travailler avec l'État à la négociation, finalement, co-construite des attributs d'une profession, quand la logique syndicale
très forte en France est une logique de lutte, donc d'opposition. Et ces éléments-là, évidemment, ils sont essentiels pour comprendre que lorsqu'on parle de professionnalisation, on parle parfois de choses tout à fait contraires, selon qu'on en parle, par exemple, en Grande-Bretagne, en France, aux États-Unis, au Brésil ou au Portugal. Néanmoins, il y a des éléments communs que vous connaissez et que je rappelle très brièvement, qui permettent de penser justement la façon dont la logique professionnelle peut aussi être, pour certains, je le dis bien, mais avec beaucoup de guillemets, une vaste supercherie. C'est-à-dire que j'ai déjà eu l'occasion dans d'autres contextes et même dans des articles de faire référence à ça. C'est-à-dire que la logique professionnelle, singulièrement, la logique professionnaliste, se développe à peu près à la même vitesse que la dégradation de la profession enseignante se mesure. C'est-à-dire que on n'en a jamais appelé autant à des logiques de professionnalisation. Et en même temps, on observe, et là je m'appuie sur un certain nombre de travaux, à commencer par ceux de Tardif et Lessard, sur le fait qu'il y a effectivement ces éléments-là, je ne vais pas les reprendre tous, mais vous en avez trace, un déficit de reconnaissance sociale, qui est quand même patent, une attractivité du métier d'enseignant qui devient problématique dans beaucoup de contextes nationaux, au point qu'on a du mal à retenir les enseignants, c'est-à-dire qu'on les attire, c'est déjà compliqué, mais on a du mal à les retenir. On peut prendre des exemples, mais dans beaucoup de pays européens, là où en tout cas, et nord-américains et sud-américains aussi, là en tout cas où la profession enseignante n'est pas protégée par, disons, statutairement, eh bien, la durée de vie professionnelle dans la profession, justement, eh bien, elle est quand même assez limitée, si vous voulez, en moyenne. Donc ça montre bien qu'il y a à la fois une dégradation qualitative, qui tient à beaucoup de choses sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais enfin l'intensification du travail, la complexification du travail, qui est liée à l'évolution du public scolaire, aussi à une forme de mise en concurrence des savoirs scolaires avec d'autres instances de production de savoir, et une forme d'épuisement professionnel qui se mesure. Ce que j'appelle aussi une mise à mal de l'éthique professionnelle, parce que lorsque tous les 4 matins, on vient dire aux enseignants « votre école produit des inégalités », il est évident que ce sur quoi ils ont fondé leur mission, c'est-à-dire le fait qu'ils participent de manière équitable à la promotion de tous par l'école, est mise en question. Et que du coup, les enseignants, ils travaillent dans un univers où ils savent qu'ils ne peuvent pas tout, pour les élèves qu'ils ont en face d'eux, et qu'ils sont parfois même, c'est parfois ce qui est enregistré, les instruments même de la production des inégalités. Donc, y compris sur un plan d'affirmation de l'éthique professionnelle, mais aussi, et c'est pourquoi j'y faisais référence tout à l'heure, de massification même de la profession. Profession, par essence, a la vocation à être aussi un peu distinctive. Lorsqu'une profession se massifie, comme ce fut le cas par définition avec la massification de nos systèmes éducatifs pour la profession enseignante, eh bien, une profession de masse, quels sont ces attributs distinctifs par rapport justement à d'autres professions environnantes, dans une conception plus extensive du métier d'enseignant, par rapport au métier d'éducateur, etc. Tout cela fait qu'on en parle beaucoup, mais dans les faits, on assiste plutôt à une dégradation professionnelle de l'activité et que véritablement à une promotion espérée par la professionnalisation. C'est la raison pour laquelle il se développe, en tout cas c'est une proposition que je fais à la lecture de différents environnements, avec évidemment toutes les précautions d'usage, c'est-à-dire qu'on est dans une perspective un peu idéale typique, c'est-à-dire que ça ne répond pas littéralement à tel ou tel contexte, mais c'est des choses qui permettent de penser justement la variété de ces contextes. C'est que je distingue, et on verra après que, de mon point de vue, il y a des aires géographiques, des aires politiques qui favorisent plutôt telle ou telle figure, c'est qu'il me semble qu'il y a la promotion toujours pérenne d'une figure classique, promue par une certaine professionnalisation, fondée notamment sur la réflexivité critique, sur la construction d'une autonomie professionnelle et sur la capacité finalement à prendre des décisions, donc qui renvoie à des compétences qui ne sont pas purement techniques, mais qui sont véritablement celles d'un professionnel, au sens où ce qui qualifie un médecin, justement pour prendre une profession instituée, c'est justement sa capacité à agir dans l'urgence, en situation par rapport à des enjeux strictement professionnels. Bon, eh bien, la professionnalisation dans sa version optimale ou maximaliste, c'est bien la reconnaissance d'une expertise enseignante, à travers la réflexivité et la capacité à agir et à décider en action, et dans la certitude, comme dirait Pernoud, mais c'est aussi, et ça se développe de plus en plus sous l'effet de politiques de plus en plus
injonctive et, on va dire, fondée sur la reddition de comptes, c'est-à-dire la figure de l'enseignant efficace. Et ça c'est un mouvement de fond qui du coup rentre, de mon point de vue, en compétition avec la figure de l'expert. Cette situation, c'est celle dans laquelle les enseignants sont placés dans une situation où ils doivent être performants, c'est-à-dire où on mesure la qualité de leur action professionnelle à l'aune de ce qu'ils produisent. C'est-à-dire que c'est la transformation d'une logique d'expertise à une logique productiviste, finalement. Qu'est-ce que tu produis en tant que professionnel ? Et ça, c'est pas une fiction, on l'observe, et c'est quelque chose qui est d'ailleurs pensé et même outillé par un certain nombre de politiques globales et locales, au CDE et à des niveaux locaux. C'est observable dans un certain nombre de contextes où, effectivement, par exemple, aux États-Unis, eh bien, vous avez des enseignants qui, lorsqu'ils ne produisent pas des élèves compétents, à partir des tests, vous connaissez ces environnements dans lesquels la logique professionnelle d'enseignement, eh bien, c'est substituer une logique qu'on appelle de teaching to the test, c'est-à-dire de préparation, de conformation justement à des compétences préétablies et qui finalement appauvrissent sans doute, en tout cas on peut le supposer, ou hypothèquent toute l'ampleur de l'action et de l'ambition de l'entreprise éducative. Eh bien ces enseignants sont parfois même remerciés, c'est-à-dire congédiés dès lors qu'ils ne remplissent pas un certain nombre d'objectifs de performance par rapport à ces critères. Et on voit bien que là il y a quand même un dévoiement de l'idée professionnelle, sans que pour autant il soit renoncé à la notion qui véhicule ces politiques. C'est en cela que les mots peuvent être à la fois très porteurs de sens et en même temps très leurrants sur les réalités qu'ils recouvrent. La professionnalisation peut être tout à fait présente dans les pays dans lesquels bien, les enseignants sont à la merci de chefs d'établissement qui vont considérer qu'ils ne sont pas assez performants, etc. Donc c'est en cela qu'il y a là des éléments à mettre en perspective sur un plan, y compris géographique. Et c'est un peu pour avancer et même pour aller progressivement vers la conclusion, c'est un peu l'un des éléments sur lesquels je travaille actuellement, c'est de voir comment il y a, y compris à travers cette logique d'efficacité et de performance, qu'il ne faut pas, et certains collègues comme Marc Donos d'ailleurs le disent à l'envi, et ils ont raison, la question de l'efficacité ne doit pas être immédiatement rejetée ou considérée comme infamante pour une profession. Après tout, pourquoi la profession enseignante ferait l'économie d'une exigence que son action soit efficace? Simplement, ça dépend ce qu'on met derrière. Ça dépend. Si on réduit la question de l'efficacité à la logique de la production, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez produit, à ce moment-là, on ne s'intéresse pas disons justement, à la dimension processuelle de la professionnalité et de son expression, mais simplement à ce qu'elle génère comme performance, et du coup c'est une négation de cette expertise. Et donc c'est un peu ce qui se joue actuellement dans je dirais presque des logiques concurrentes, mais qui ne sont pas aussi hermétiques que cette proposition veut le laisser entendre, vous l'avez compris. L'idée, c'est que même en Europe, par exemple, que j'évoque secondairement, on voit ces tensions exister. La première, c'est effectivement une conception performative de l'efficacité qu'on trouve dans les pays dans lesquels, finalement, cette conception s'est initiée, l'Océanie, les États-Unis, l'Angleterre, même si de manière différente. Je renvoie d'ailleurs à la revue Éducation comparée qui propose des approches plus contextuelles de ces enjeux-là, qu'évidemment je ne peux que survoler dans une perspective comme celle-là. Et dans ces pays-là, singulièrement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été initiées autour des communautés de pratique, autour du développement professionnel, on y viendra à la fin, qui étaient plutôt portées par... pour reprendre les catégories de Hargreaves que j'évoquais au début, par une conception un peu idéale de l'autonomie professionnelle, mais qui progressivement, sous l'influence justement d'une conception beaucoup plus pragmatique et injonctive, se sont déplacés sur un terrain beaucoup plus lié à une exigence de transparence
et qui va de pair, effectivement, comme on l'a souligné dans différentes publications, à une forme d'instrumentalisation du mythe professionnel. Et on en est là dans certains pays où la profession ne recouvre plus qu'une réalité projetée, mais qui en réalité n'est pas véritablement vécue comme telle par ceux qui la vivent. Vous le savez, dans certains pays, hein, l'enseignant, il est enseignant, j'allais dire, il est enseignant le jour, et puis le soir, il fait autre chose. C'est-à-dire que la logique de professionnalisation peut cohabiter avec une forme de négation, y compris purement symbolique, de la dignité même de l'activité professionnelle. Donc, tout cela est quand même à prendre en compte. On parle à la fois de concepts, mais on parle aussi de conditions sociales là-dedans. Et puis, il y a une conception qui est pérenne, de mon point de vue, et qui s'observe dans un certain nombre, dans un espace particulier qui nous concerne, qui est l'espace européen, dans lequel il perdure une conception, effectivement, que je qualifie de processuelle et plus réflexive de l'efficacité professionnelle, qui voit que, alors bon, certains auteurs comme Christian Marois, que vous connaissez peut-être, Yves Duterque, qui sort justement un bouquin sur le professionnalisme enseignant, ont identifié, ou Vincent Duprier et moi-même dans un autre bouquin, comme bon, ils appellent ça soft accountability, disons de la reddition de comptes douce versus forte, strong, qui donc se repérerait dans ces pays, mais qui surtout serait marqué au même moment où dans certains pays justement anglo-saxons on assiste à une désuniversitarisation très forte de la profession. Eh bien dans ces pays-là, en Europe, et sous l'influence de la Commission européenne, de l'Union européenne, l'universitarisation de la formation des enseignants a été très forte. Je veux dire, la mastérisation de la formation des maîtres, c'est à peu près le contraire de ce qui s'est passé par exemple aux États-Unis, où on a, y compris privatisé potentiellement la formation des enseignants, où on a même, on va dire, presque ringardisé l'université par rapport à sa capacité, ou disqualifié plus exactement l'université par rapport à sa capacité propre à former les enseignants, au nom d'une sorte d'idéologie empiriste qui considérerait qu'au fond, tout s'apprend sur le terrain et que l'université ne vous raconte que des bêtises. Bon, bah ça, l'Europe, hein, en tant que moteur des politiques, aujourd'hui en matière d'éducation, n'a pas épousé cet agenda. Au contraire, elle a dit l'université doit être l'opérateur de la formation des enseignants, et vous savez quoi, il faut même les former plus loin. C'est-à-dire qu'il faut les former jusqu'à un niveau master, bac plus 5. Et donc ça, c'est quand même pas rien. Et dans le même temps, même si en France, on n'est sans doute pas les plus avancés en la matière, on est même assez mauvais, eh bien, il y a eu toute une série de développements, d'une logique d'articulation entre les terrains professionnels et les universités, une logique d'accompagnement des premières années d'expérience des néo-enseignants. Bref, universitarisation de la formation, alternance versus conception beaucoup plus performative, et on va dire, comment dirais-je, je ne trouve pas le terme, enfin disons très sommative, oui, très sommative de l'efficacité des enseignants. Je pense que là, il y a quand même quelque chose qui se joue, mais qui est, encore une fois, en tension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'espace européen, eh bien, on est, y compris si on met en perspective les espaces nationaux par rapport à ces questions-là, on est tendu entre cette logique, parce qu'au fond, l'OCDE, elle s'adresse aussi et grandement aux pays européens. On voit bien qu'il y a une tension très forte autour d'une logique de ménagement du caractère, on va dire, autonome, réflexif, processuel de la construction de la professionnalité enseignante, mais en même temps qu'on voit se développer des outils de pilotage, des outils de régulation de l'activité, une technicisation y compris de cet outillage, qui mettent en péril potentiellement justement cette spécificité, qui néanmoins, de mon point de vue, existe. C'est quelque chose qui peut être débattu, mais qui me semble quand même assez important si on le met en perspective avec ce qui se passe ailleurs. Et du coup, dans cette logique-là, on trouve le développement de ce dont il va être question après, justement beaucoup dans le cadre de la table ronde, c'est-à-dire la question du développement professionnel des enseignants, qui devient, de mon point de vue, un embrayeur, une sorte de moteur très important dans le développement contemporain des politiques de professionnalisation au niveau international.
Et là aussi, il y a des origines, c'est-à-dire que, en référence à l'âge d'or du professionnalisme que dépeignait Andy Hargreaves, eh bien, les logiques de développement professionnel, de communauté de pratique, de tout ce qui renvoie au développement dans les écoles, de school-based development, etc. Toutes ces choses-là ont été thématisées dans une version, on va dire, extrêmement positive et très collaborative et emprunt effectivement d'une coloration extrêmement positive, c'est-à-dire travaillant très fortement en lien avec la recherche universitaire. Hein. Il y a eu beaucoup de recherches anglo-américaines qui se sont développées dans les années 60, 70, 80 autour de ces enjeux-là d'une manière extrêmement positive et qui ont du coup influencé aussi la façon dont la formation, les curricula de formation des maîtres et les dispositifs de formation se sont développés en Europe autour justement des pratiques réflexives. Eh bien, malgré ces origines-là, on trouve des variations très fortes dans leur expression. Et c'est-à-dire que là, ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport à l'espace européen, me paraît, et c'est pour ça que j'aime bien élargir un peu la perspective à une conception des ressources humaines de manière générale. La façon dont le développement professionnel est investi en Europe me paraît très marquée par les politiques autour de la formation tout au long de la vie. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être une tarte à la crème, c'est peut-être une idéologie aussi, mais derrière tout ça, il y a une conception de l'individu au travail qui me paraît assez caractéristique de l'espace européen par rapport à d'autres. C'est-à-dire qu'en mettant la formation tout au long de la vie au cœur du propos, ça veut dire qu'il y a une volonté d'articulation ou de dépassement de la dichotomie entre formation initiale des enseignants, mais des personnels en général, des professionnels, formation initiale et formation continue, c'est-à-dire que la formation se pense sur la durée d'une vie professionnelle, et du coup, permet aussi de penser, de travailler sur quelque chose qui est un point faible de la profession enseignante, dont on ne parle peut-être pas suffisamment, mais qui explique aussi une forme de persévérance dans l'emploi limité, c'est-à-dire le caractère souvent très horizontal, pour reprendre les vieilles catégories interactionnistes, les caractères très horizontal de la carrière enseignante. Hein. Penser la formation tout au long de la vie pour les métiers de l'enseignant, c'est aussi penser la mobilité dans l'emploi, la transversalité des métiers de l'éducation. Et Patrick faisait référence aux SP par exemple. Dans SP, c'est les professions de l'éducation, le PE, profession de l'éducation. C'est-à-dire que c'est même pas profession enseignant, c'est profession de l'éducation. C'est marqué en quelque sorte par les mots mêmes le fait qu'on vise une forme de production de compétences qui pourront être sans doute mobilisées dans l'activité enseignante, mais potentiellement aussi dans le champ de l'éducation et de la formation au sens large. C'est quand même quelque chose qui me paraît très singulier des politiques nationales européennes, parce que, bon, vous le savez, la question du principe de subsidiarité qui animait le traité de Maastricht il y a déjà 25 ans, bon, il a été largement dépassé depuis par des politiques européennes qui orientent très largement les politiques nationales. Et si on fait le compte de tout ce qui a été fait en France depuis 20 ans, depuis 15-20 ans, à commencer par le LMD, la masterisation, le socle commun, tout ça s'inscrit dans des politiques qui sont bien sûr internationales. Hein. Et donc, à cette conception processuelle liée justement à ce paradigme de la formation tout au long de la vie, de lifelong learning, qu'on trouve dans l'espace européen, eh bien, il y a une conception quand même extrêmement différente, quand même très distinctive, et il suffit de se balader dans les écoles en Amérique du Nord, aux États-Unis en particulier, mais aussi dans un certain nombre de pays d'Amérique du Sud, où on voit quand même que la logique de développement des personnes, à la logique de développement des personnes au travail, se substitue une logique très organisationnelle de performance des organisations, dans lesquelles finalement les individus suivent ou pas
mais ils ne sont pas la mesure de toute chose, on va dire. C'est-à-dire qu'on s'intéresse plutôt à ce que produit l'organisation, et puis ensuite, eh bien, les bons professionnels vont être gratifiés, et puis les autres vont être, le cas échéant, sanctionnés, ou en tout cas, sinon sanctionnés, peut-être parfois de manière encore plus maximaliste, remerciés, on va dire, au sens congédié du terme. Donc, il me semble qu'il y a quelque chose là qui est très particulier entre une logique donc processuelle et puis une logique beaucoup plus effectivement performance-based et logique de strong accountability. Et c'est un peu là-dessus que je voudrais vraiment insister quasiment pour conclure, c'est-à-dire mais aussi pour peut-être pointer le caractère extrêmement... enfin, les tensions qui travaillent les politiques au niveau international, y compris au niveau des grandes organisations internationales, entre l'OCDE, la Commission européenne, notamment, où on voit que nos espaces nationaux, non seulement, comme c'est une évidence, sont travaillés par des tensions internes, c'est-à-dire des logiques de développement. L'éducation, je le disais en introduction, et ce n'était pas innocent, l'éducation, l'offre d'éducation par l'État, elle s'est construite sur un terreau qui est national. Les écoles, elles se sont construites, sans doute il y a eu un mouvement mondial, mais le terreau de l'école est national. Parce qu'au fond, ça a été identifié pour chaque pays comme un moyen de se projeter lui-même. Donc, en soi, l'une des premières difficultés auxquelles, justement, la mondialisation expose les sociétés nationales, c'est justement le fait d'aspirer à séparer l'ambition, enfin l'entreprise d'éducation, de ce terreau national qui pourtant est fondateur. Donc ça, c'est un élément. Mais au-delà de ça, de ce premier mouvement qui ne va pas de soi et qui fait que, par exemple, dans certains pays, il y a de fortes résistances, il y a des tensions sur ce dont les politiques internationales sont porteuses. C'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement, et c'est ma thèse, on peut avoir des conceptions, y compris concurrentes, de développement des politiques en direction des enseignants, c'est-à-dire ce que j'évoque, c'est-à-dire une logique effectivement de mobilisation des ressources individuelles et collectives des enseignants, en formation et en cours d'emploi, confère ce que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi bien le contraire de cela. Et je pense qu'on est aujourd'hui dans ce moment d'articulation où l'Europe a sans doute une carte à jouer, peut-être par rapport à un certain nombre peut-être de dérives, c'est à voir, mais enfin en tout cas de dévoiement tel qu'on peut l'observer par rapport justement à l'évolution des conceptions du métier. La place de la recherche, par exemple, évidemment, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir, mais c'est quand même important, et on a une étude justement qui débute là-dessus. La place de la recherche est un bon indicateur de la façon justement dont on projette la professionnalité enseignante. Selon qu'on dit voilà ce que la recherche vous dit, et donc voilà comment il faut être, selon que la recherche devient en fait elle-même instrumentalisée au profit de la promotion de bonnes pratiques, qui est une conception qui connaît un certain succès, y compris en Europe, ou bien la recherche mobilisée plutôt pour créer les conditions du doute. Il y a une recherche la recherche, on va dire, c'est plutôt d'ailleurs, a priori, en sciences humaines, un instrument qui, en formation, a vocation à créer les conditions de la réflexivité, et donc de la capacité critique, et effectivement à douter, et à s'interroger, à questionner, à dépasser la routine des pratiques, à interroger celle-ci. Ça, on va dire que c'est une fonction de la recherche qu'un certain nombre de formateurs assument. Mais sur le plan des politiques de mobilisation de la recherche, il y a d'autres scénarios qui sont en tête. Qu'est-ce que nous dit la recherche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, du coup, la recherche ne devient plus l'instrument ou l'outil de la réflexivité, mais la recherche devient la réponse. Or, le problème de la recherche, qui est vraiment très important, notamment, vous savez qu'en formation dans enseignants, le fait de les former jusqu'au niveau master, c'est intégrer dans leur formation un mémoire universitaire. Mémoire universitaire, c'est pas un objet innocent sur ce plan. C'est ce lieu dans lequel on va questionner des pratiques
justement, et élaborer un certain nombre de réponses possibles par rapport à ces problématiques professionnelles. Mais ce n'est pas appliquer des recettes. Donc je pense que la question de la recherche et de la façon dont elle est mobilisée ici, ailleurs, dans différents pays, est une manière d'entrer justement sur les conceptions en acte de la professionnalité enseignante qui sont extrêmement, qui est de mon point de vue pertinent. À partir de là, et pour conclure, je dirais vraiment très, très simplement que, sans être normatif, mais il me semble que un des enjeux qu'on observe quand en tant que comparatiste ou en tant que pas seulement praticien de la comparaison, mais lecteur aussi et de comparaison internationale sur l'éducation et la formation, on se rend compte que finalement, ce qui rend vertueuse, on va dire, un certain nombre de politiques de formation et de professionnalisation tient à un certain nombre d'éléments qui, du coup, doivent être travaillés. Ça ne veut pas dire qu'il faut considérer que ce sont là des critères non discutable. Mais ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, là où les enseignants, d'ailleurs les études internationales le montrent, là où les étudiants, là où les enseignants et la société finalement ont conclu un mandat ou un contrat moral fort, c'est-à-dire là où il y a une forme de confiance. Là, je pense le mot confiance qui devient aussi un mot sur lequel il y a différents mots qui apparaissent dans la littérature de recherche qui sont intéressants, hein, autour de la confiance, du bien-être par exemple, du développement, etc. Toutes ces choses qui sont des concepts sensibles. Hein. Je pense aux travaux par exemple de Christian Marois qui travaille de plus en plus sur la question de la confiance dans les professionnels, dans un chapitre récent, dans un article récent d'éducation comparée par exemple. Eh bien, là où il y a une vision claire, un contrat moral et un soutien fort à ceux qui représentent la profession, eh bien, dès lors, c'est un élément de réassurance et de développement professionnel, justement, vertueux. Là où il y a une alternance intégrative, c'est-à-dire pas une juxtaposition d'espaces de formation entre l'université et le terrain professionnel, là où il y a un véritable travail d'articulation à travers justement une formation des formateurs qui soient eux-mêmes constituent des équipes, on voit que là aussi les choses se passent mieux. Là où on voit effectivement qu'il y a aussi une formation de haut niveau, là où il y a une formation de haut niveau, qui souvent d'ailleurs, c'est un élément qui n'est pas non plus innocent, mais y compris où la reconnaissance symbolique même du métier est forte. Je veux dire sur le plan salarial, puisqu'à partir du moment où il y a une formation de haut niveau, profession de masse ou pas, il est logique qu'il y ait une forme de reconnaissance de cette expertise de haut niveau. Là où il y a une formation de haut niveau articulée aussi sur une formation commune entre les cadres de l'éducation et les enseignants eux-mêmes, ce qui par exemple n'est pas le cas en France. On est dans un pays dans lequel les cadres de l'éducation, ils sont formés dans une école à part, et les enseignants, ils sont formés ailleurs. Et après, évidemment, on ne peut pas s'étonner de voir qu'il y a une forme de séparation forte entre ce qui relève justement de l'administration de l'éducation et de l'enseignement même. Donc tout ce qui permet justement de manière positive l'articulation entre les personnels d'éducation, les espaces de formation, les temps de formation, l'encadrement des établissements, et la dimension processuelle et continue de la formation et du développement professionnel, à ce moment-là, on crée les conditions de faire des enseignants des chercheurs, hein, comme le disait Stenhouse, c'est-à-dire faire teachers as researchers, ça traduit, là pour le coup, la conception de la recherche que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire faire des enseignants des véritables ingénieurs, en quelque sorte, hein, de leur activité, et pas simplement des gens qui sont dans une logique de conformation par rapport à des critères qui sont définis de l'extérieur. Et donc, je crois que c'est vraiment dans cette... Là encore, dans ce chemin-là qui est, de mon point de vue, celui qui est défendu, parce que ce que j'évoque là, vous le lisez hein, dans les rapports de la Commission européenne sur la formation des enseignants, sur la profession enseignante, vous trouvez ces éléments-là. Eh bien, néanmoins, on est dans une période, et je pense que la table ronde qui suivra permettra justement d'indexer ça à des contextes spécifiques,
on voit comment cette conception très processuelle et réflexive d'une expertise professionnelle qui qualifie la professionnalité enseignante se heurte tout de même ou entre en concurrence avec des conceptions beaucoup plus sommatives et injonctives disons, de manifestation de cette expertise. Je vous remercie et je suis à votre écoute pour quelques questions.